Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Cette semaine, je t'apporte un trésor de la voûte Papa PhD, ma très inspirante conversation avec Julie Lopez à propos de sa réflexion sur le doctorat comme moyen, comme voyage de cheminement intérieur, de cheminement personnel. Bonne écoute. Julie est docteur en microbiologie et s'est reconvertie dans l'entrepreneuriat auprès des étudiants et étudiantes, doctorants, doctorantes et docteurs. Sa mission étant de les accompagner vers une expansion d'eux-mêmes afin qu'ils choisissent un avenir dirigé par leur cœur plutôt que par la peur, pour qu'ils fassent des choix peut-être moins juste intellectuels et plus en résonance avec leur fort intérieur. C'est ça que je comprends en tout cas, mais on va en parler aujourd'hui. Tout à fait. J'ai hâte. C'est aligné. Moi, j'aime bien le mot alignement entre ses valeurs, ses besoins, ses envies. Voilà. Mais avant tout, c'était très court comme présentation de Julie Lopez. Est-ce que tu peux, en une ou deux phrases, ajouter un ou deux ingrédients à qui est Julie? Alors, Julie, elle est grenobloise déjà. C'est important parce que j'ai les montagnes autour de moi et c'est vraiment quelque chose, un ancrage vraiment pour moi quand je suis proche de mes montagnes. C'est un moment où je m'évade aussi. Ça me permet d'être dans l'être et pas dans le faire. Donc, j'ai beaucoup été dans le faire et je pense que comme beaucoup d'étudiants, de doctorants, de docteurs, on nous a appris à être dans le faire et la société aussi moderne dans laquelle on vit nous apprend à être beaucoup dans le faire, dans la productivité, dans le toujours, toujours plus, dans cette linéarité qui augmente toujours, quoi. Et c'est un moment, dans des moments où on est dans le faire absolu, que un moment on n'en peut plus et qu'on se pose plein de questions. Et ça m'est arrivé à la fin de ma thèse, je voulais vraiment me poser et dire c'est bon. Pendant un moment, j'arrête de faire et je me repose pour réfléchir à ce que je veux faire pour la suite. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a beaucoup de pression extérieure, de conditionnement, de croyances qui sont en nous et qui fait qu'on a du mal à se poser et donc on continue à faire alors qu'on a envie qu'une seule chose c'est de se poser. Donc bon, j'ai continué et après une expérience de salariat qui n'était pas du tout en fait alignée avec qui j'étais, je me suis dit que c'était plus possible en fait et qu'il fallait vraiment que je réfléchisse parce que l'académique ça me convenait pas, le privé ça me convenait pas. Donc à un moment on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui nous correspond? On commence un peu à culpabiliser, à se dire qu'on n'est pas normal, etc. Et, euh, et donc, moi, donc c'est le Covid qui m'a permis de poser, de m'arrêter. Et je pense que la plupart des personnes qui ont vécu aussi ce passage-là, qui ont dû s'arrêter de force, entre guillemets, ça a permis de réfléchir. Et je trouve que justement, c'était une très très belle occasion, une belle opportunité ce Covid pour apprendre à s'arrêter et à juste être. Donc maintenant, la Julie, elle a bien évolué et je trouve un équilibre entre le faire et l'être. Et c'est ce que j'ai traversé moi dans mon parcours qui m'a permis d'être beaucoup plus épanouie maintenant. C'est ce que j'ai envie de transmettre à toutes ces personnes qui sont dans les études, dans les thèses, dans le doctorat, où ils sont constamment dans le faire. Je veux les aider à ce qu'ils trouvent un équilibre avec l'être, comme j'ai pu le faire. Et de toute façon, je suis plus que persuadée que en trouvant ce juste équilibre, on peut faire une thèse épanouie et moins dans la souffrance. Oui. Non, c'est intéressant que tu termines avec ce mot souffrance parce que veut pas, il y a beaucoup d'entre nous qui, à un moment ou un autre de notre thèse, passons par une souffrance de quel type elle soit. Les données sur la santé mentale des gens qui sont aux études de deuxième, de troisième cycle sont là. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est l'expérience de tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même pas mal par rapport à la population
aux gens qui ne sont pas, qui ne continuent pas leurs études jusque-là, la prévalence de ce type de difficulté est quand même assez élevée. Mais maintenant, je comprends totalement ton cheminement. Je trouve intéressant et c'est pas la première histoire que j'entends de le Covid m'a permis de. Et c'est, je trouve que cette image de il faut toujours faire et il y a toujours des impératifs pour là il faut que j'écrive ça, là il faut que j'écrive ce chapitre de là il faut que cet article est revenu avec des commentaires, il faut que et c'est facile de tomber dans l'erreur de toujours mettre ça en premier jusqu'à en délaisser notre santé physique ou sociale, arrêter de voir des gens, etc. et mentale aussi. Donc, je comprends 100% ce que tu veux dire. Maintenant, juste rapidement, ton trajet, donc docteur en microbiologie, c'était quoi qu'est-ce qui t'a amené à étudier? J'imagine que tu as fait de la bio, tu as dû faire une terminale S ou quelque chose. Moi, à mon époque, j'ai fait le lycée français, c'était D à mon époque, les sciences de la vie, terminale D. C'était quoi ton trajet là? Qu'est-ce qui t'a amené quand même à faire tout ce trajet-là en sciences jusqu'à un doctorat en microbiologie? C'est une très belle question parce que il y a une époque, je t'aurais dit, c'est le chemin que j'ai suivi et qui m'a emmené là. Mais maintenant, je te dirais que j'avais un très beau syndrome de la bonne élève. Et je pense que dans les auditeurs qui nous écoutent, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ressentent ce syndrome du bon élève. Et moi, je sais que j'étais un peu validée par mes parents parce que j'étais bonne à l'école. Et donc, c'est comme ça qu'on m'aimait. Donc, je me dis, il faut que je sois bonne à l'école. Et puis, au fond, aussi, j'aimais ça, hein. Les petites couleurs, le cahier, etc. Donc, ça fait aussi partie de moi. Mais voilà, on est vite, on nous aime comme ça, on est accepté comme ça. Donc, voilà, il faut bien à l'école. Les personnes qui travaillent pas bien à l'école, souvent, on leur dit que c'est des voyous. Donc, moi, je voulais pas être une voyou et tout. Donc, j'ai continué des études. Je sais que mes parents, ils voulaient que je fasse des études. Moi, je savais pas trop, donc je me suis laissée porter un peu par ce qu'ils désiraient aussi pour moi, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, donc c'est totalement logique, hein. Et après, j'ai enchaîné licence, master, de manière très naturelle, le doctorat. Donc, je suis un peu tombée là-dedans en me disant, bon, c'est mon chemin, et puis c'est comme ça. Et donc, je regarde absolument pas parce que les sciences, c'est quelque chose qui me fascine, j'adore ça. Mais au final, je me suis dit que est-ce que c'est vraiment moi, la microbiologie? Et je me suis rendu compte que non, au final. Quand je me suis posée, je me suis dit, je m'enfermais peut-être dans la microbiologie parce que j'ai fait toutes mes études là-dedans. Mais au final, ce qui, moi, me fait vibrer, c'est pas forcément la microbiologie et c'est pour ça que j'ai fait aussi ma reconversion. Intéressant. On a Amel qui nous regarde sur LinkedIn et qui se reconnaît dans ce que tu as mentionné et je pourrais dire que moi, à certains égards, je reconnais aussi cette facilité du ça marche, on fait le prochain chapitre qui est présenté à nous et le prochain sans poser de réflexion sur oui mais qu'est-ce que je veux faire après quand tout ce trajet d'études sera terminé. Et en tout cas, c'est une des choses que j'essaye quand je parle aux jeunes de les faire, de le réveiller à ça. C'est il faut y commencer à y penser aujourd'hui. Même si vous êtes au premier jour de votre doctorat, à un moment donné, il y aura un dernier jour et il faut préparer l'après à l'avance. Et pas préparer par rapport à ce qu'on attend de nous. Moi, j'ai vraiment envie de préciser ça. C'est pour ça que la thèse, c'est une super expérience pour moi parce que, selon mon point de vue, c'est qu'on peut faire plein d'expériences de formation pour valider des crédits pendant la thèse. Et c'est un super moyen, en fait, chaque moment qu'on vit, c'est un guide pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous donne pas de l'énergie, pour ensuite pouvoir choisir
vers quoi on a envie d'aller pour la suite, mais qui nous correspond vraiment nous, pas ce qu'on attend. Moi, j'ai fait des choses en disant, bon, on attend de moi que je voulais pas être dans l'académique, ça c'était quelque chose que je savais à la base, mais comme je voulais être dans le privé, parce que à l'époque, pour moi, il y avait que l'académique ou le privé, donc pour moi, c'est le privé, bah, on attend de moi que je sois chef de projet, ingénieur, donc voilà, mon envie était un peu biaisée par ce qu'on attendait de moi. Et quand j'ai décidé de faire autre chose, c'est ce qu'on m'a dit. On me dit, mais attends, t'as fait tout ça pour rien? Eh ben non, pas du tout. On fait jamais les choses pour rien. C'est juste qu'on met de la conscience sur ce qu'on fait pour ensuite savoir ce qui nous a apporté, ce qu'on veut plus, etc. Et ça demande de se poser. Oui, ça demande de se poser. Moi, ça résonne avec moi, cette idée de faire ce qu'on attend de nous. Maintenant, j'ai une question pour toi par rapport à ça, en tout cas, je ne connais pas du tout la réponse, mais on verra. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi dans ta famille qui avait déjà suivi les études jusqu'au doctorat? Non, je suis la seule. Non. Donc, tu es la première. Je trouve qu'il y a un défi additionnel au fait d'être la première ou le premier dans ta famille qui va jusque-là. Et ça, c'est souvent un handicap et ça nous fait faire des choix qui ont l'air bons, comme celui-là de je vais faire bien, je vais faire bien, je vais faire bien, mais de pas avoir cette vue d'ensemble et de penser aux étapes qui viennent après. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. Si, ça m'évoque parce que rien que je prends l'exemple de mon papa qui a dû arrêter l'école à 11 ans. Et en fait, il avait tout mis sur moi, entre guillemets, la fille qui avait fait des études, parce que j'ai une frère et une grande sœur qui n'ont pas fait d'études. Donc, j'étais la seule de ces filles qui avait continué. Et comme lui, il n'avait pas pu en faire, bah, il mettait vraiment tout sur moi en disant « Ah, ma fille ne fait ce que j'ai pas pu faire ». Et ma mère, pareil, son rêve d'enfant, c'était de devenir Marie Curie. Et elle n'a pas pu faire d'études parce que ses parents n'ont pas pu lui payer l'université et des écoles. Donc en fait, quand moi, elle a su que j'étais scientifique, bah, elle a dit « Ah, tu vas être ce que j'ai pas pu être moi ». Donc en fait, ça, c'est pas contre nous, mais c'est vrai qu'ils projettent beaucoup de choses qu'ils auraient aimé, nos parents, sur nous, et ça peut créer une pression. Mais en fait, c'est pas grave si on fait autre chose. En fait, on n'a rien à devoir à nos parents. Là où je voulais en venir, c'est que surtout quand on n'a pas des mentors autour de nous qui nous guident un petit peu, souvent c'est des objectifs qu'on se donne, qui sont pas les bons dans le fond, et qui sont pas les plus stratégiques pour nous. Mais comme on n'a pas on n'a pas d'orientation, on se dit bon ben on prend notre expérience du passé, de l'école, d'avoir des bonnes notes, etc. Puis on transfère ça à la prochaine phase. Mais donc toi, quand tu aides les gens à se recentrer sur leurs besoins, leurs valeurs, etc. C'est quoi le processus? Donc, qu'est-ce qui change d'un doctorant, d'une doctorante qui s'est mis des objectifs, qui se met de la pression, qui peut-être socialise moins, dort peu, etc., versus quelqu'un qui a travaillé avec toi et qui s'est réaligné, disons? Eh ben, la différence primordiale, c'est déjà qu'elle s'écoute. La personne s'écoute. On oublie un peu de s'écouter. C'est beaucoup qu'est-ce que va dire mon directeur de thèse, j'attends la reconnaissance à l'extérieur, je fais pour pouvoir plaire, pour valider ma valeur, etc. Et moi, j'ai envie dans mon accompagnement, je veux changer tout ça, ce paradigme un peu, en disant non, mais d'abord, ressens-toi aussi sur toi, déjà, valide-toi toi-même. N'attends pas de l'extérieur une validation, c'est un plus. Ça, on peut pas le nier. Et puis, quand on veut devenir chercheur, il faut des publications, etc. Mais je pense que vraiment avoir un autre focus sur soi-même, c'est hyper important. Comme ça, si on n'a pas le retour escompté, bah c'est pas grave. En fait, nous, on sait la valeur qu'on a. Et c'est comme, en fait, j'aime beaucoup l'idée d'un arbre, en fait. L'arbre, il a un super réseau de racines qui lui permet de le maintenir debout malgré une tempête qui se passe autour. Quand il fait beau, l'arbre, il est content, hein, il fait beau, etc. Mais quand il y a une tempête, bah, les racines qu'il a dans ses profondeurs lui permettent de tenir debout et d'affronter, quoi qu'il arrive, ce qui se passe à l'extérieur.
Et pour nous, c'est pareil. Je trouve que en travaillant ses racines, son ancrage, donc c'est tout ce qui est valeur, prendre déjà retour à son corps, reprendre connaissance de son corps, de ses émotions, de ses ressentis, parce qu'il y a plein de guides en fait quand on se reconnecte à lui. On n'est pas qu'une seule tête qui réfléchit, on est aussi tout un corps qui communique avec la tête. Si on n'écoute pas, il y a des maladies. Et maladie, c'est mal à dit. Le mal a dit quelque chose. Après, on se reconnecte à ses valeurs, à ses talents, à ses dons, à ses compétences. Ça fait vraiment notre terreau fertile, quoi, pour le déploiement de ses racines. Et comme ça, peu importe l'adversité, peu importe les relations difficiles, peu importe les deadlines, etc., on arrivera à les gérer. Parce qu'on prend du temps pour soi, pour s'écouter. Et des fois, on dit non, mais j'ai pas le temps. Mais en fait, des fois, juste, au lieu de courir et en fait de s'épuiser, vaut mieux s'arrêter 5 minutes pour ensuite dire ok, c'est bon, je suis ressourcée, mon corps il avait besoin de repos pour continuer une deadline. Et en fait, des fois, je suis persuadée que les deadlines, que les pressions qu'on se met, en fait, on est beaucoup plus productif quand on prend du temps pour soi, en peu de temps, en 2 heures, par exemple, si je prends un exemple. En 2 heures, on peut avoir terminé un objectif parce qu'on a pris 5 minutes ou 10 minutes avant pour nous, plutôt que travailler pendant 5 heures sur cet objectif. Mais comme on est épuisé, en fait, on n'avance pas. Donc, des fois, on met plus de temps sur un objectif, alors que si on avait pris juste 5-10 minutes pour nous, le cerveau serait ressourcé, notre corps serait ressourcé, et en 2 heures, on fait le taf, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Juste noter encore Amel Khaled qui dit c'est une fierté de réaliser le rêve de ses parents et c'est exactement ce qu'il a fait. Ça, donc en lien à ce qu'on disait avant. Et c'est sûr que ça peut l'être, mais si les désirs ou les souhaits de nos parents ne s'alignent pas avec nous, ça peut être une charge lourde à porter. Mais c'est sûr, en tout cas, jusqu'à très tard, c'est toujours dans la vie, je veux dire, c'est toujours un moment précieux quand on a l'approbation ou quand nos parents nous disent hey, bravo pour ce que tu as fait, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais ça crée une sorte de dépendance sur je fais ça pour avoir la validation, alors que si on se la donne déjà à soi-même, en fait, on a beau faire tout ce qu'on a envie de faire, en fait, on est déjà content de nous, peu importe le retour en face. Et je voulais terminer aussi la différence entre doctorant avant et après l'accompagnement, dans ce que j'accompagne, c'est qu'à la fin, il ose se montrer au monde tel qu'il est et il s'est détaché du jugement des autres, il s'est détaché du regard des autres et en fait, il brille quoi qu'il arrive, quoi. J'aime bien cette notion de retour à soi pour pouvoir s'assumer tel qu'on est face au monde. Oui, mais c'est intéressant. En tout cas, j'hésite à donner un exemple personnel, mais si on s'aligne et qu'on brille, toujours en parlant de l'approbation des parents, parce que la réalité de l'emploi, la réalité du monde du travail change constamment. Donc aujourd'hui surtout, on peut finir à trouver une occupation qui ne ressemble en rien à ce que nos parents ont vu comme trajet professionnel, eux, en grandissant. Les carrières, c'est plus ce que c'était avant. Et donc, si on arrive à un moment où on brille, on est aligné avec ce qu'on fait, ben, je pense que nos parents vont aussi être contents et être en mesure de l'apprécier. Mais il y a quelque chose que tu as mentionné et que ou en tout cas, du moins que j'ai interprété dans ce que tu as dit, c'est que le corps peut nous parler. Et je pense que souvent, on est un peu sourd. On ne reconnaît pas ce langage-là. Est-ce que tu as 2-3 exemples de comment est-ce que notre corps peut être en train de nous dire ralentis ou prends un break, comme on dit en bon québécois? Alors, j'ai envie de donner un exemple qui m'est venu quand tu m'as posé la question si j'avais des tips un peu. En fait, au début, quand je lançais mon accompagnement, donc qui n'a rien à voir avec celui actuellement, parce que je me cherchais forcément en tant qu'entrepreneur au début, on cherche un peu l'accompagnement qui nous correspond et qui correspondrait aussi aux personnes qu'on a envie d'accompagner. Et en fait, je me posais la question à l'époque, est-ce que je le fais en présentiel, est-ce que je le fais en distanciel? Et j'arrivais pas à trouver une réponse, quoi. J'étais un peu stressée et en fait, dû à ce stress,
j'ai eu ma sciatique qui s'est activée dans ma jambe. Et je me suis dit, oh purée, elle est activée, ma sciatique, etc. J'ai mal quand je marche et tout. Mais j'avais pas encore fait la notion entre ma décision, mon indécision et ma sciatique. Et en fait, c'était quand j'étais avec une de mes coachs qui, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, mais est-ce que tu as un choix à faire là, que tu n'arrives pas à prendre? Et j'étais là, bah oui, je sais pas si je le fais en présentiel ou en distanciel. Et elle m'a dit, bah prends ta décision. Et en fait, déjà, il y a pas prendre ta décision, c'est pas soit ça ou soit ça. Ça peut être et ou de manière intégrative, inclusive. Pourquoi tu ferais pas les deux en fonction des clients? S'ils sont sur Grenoble, bah en fait fais-le en présentiel. Et si la personne elle est pas dans ta région, bah fais-le en distanciel. Et en fait j'ai dit bah ouais. En fait le fait de le voir de manière intégrative, bah ça m'a défait cette indécision. Je vais absolument choisir entre soit ça, soit ça. Et en fait je me suis levée de ma chaise et en fait j'ai senti dans mon corps que ma sciatique elle est partie. Mais franchement, c'est véridique. En 2 secondes, j'ai dit, mais j'ai plus mal. Alors qu'il y a 2 minutes, j'arrivais pas à marcher, quoi. Et, elle m'a suffi qu'elle me fasse réaliser que je pouvais, je sais pas obligée de choisir, mais prendre les deux. Bah, ça m'a décoincé la sciatique. Et en fait, quand on regarde dans les livres, il y a, alors je sais plus le titre de ce médecin qui a écrit ce livre sur les symptômes un peu somato-émotionnels. Mais la sciatique, ça définit qu'on n'arrive pas à prendre un choix entre deux choses. Et donc, c'est hyper intéressant à regarder. Et puis après, quand on parle de burn-out, par exemple, c'est une très, très, très grande fatigue du corps parce que tout notre corps au niveau cellulaire n'arrive plus à suivre, quoi. Il a besoin d'un moment de se reposer. Et comme on a un peu continué, insisté, etc., bah, en fait, on ressent la fatigue parce qu'on est allé trop loin dans notre corps. Et quand on ressent ça, il n'y a pas à culpabiliser, c'est juste que bah, on est allé un peu trop loin. Bah, qu'est-ce qu'on fait pour rétablir ça? Bah, on prend peut-être une journée, 2 journées, une semaine où on prend soin de son corps. Et en fait, il y a beaucoup au niveau cellulaire, ça s'explique au niveau cellulaire, c'est pas juste énergétique. C'est vraiment cellulaire au niveau des hormones. Il y a des hormones qui vont être moins sécrétées parce qu'en fait leur leur base, j'ai plus le mot, leur réserve, il y a plus de réserve en fait. Donc l'hormone, elle pourra, si c'est de l'adrénaline par exemple, bah en fait quand la réserve elle est épuisée, bah on aura beau faire tout ce qu'on veut, l'adrénaline, il faut d'abord qu'elle retrouve ses charges quoi, ses réserves, sinon ça marchera jamais quoi. Très, très bien. Donc, mais là, on est quand même dans l'extrême, tu sais, du burn-out. Et là, tu parlais de l'asiatique. Ça, c'en est un, mais quand même, tu peux le reconnaître facilement. Mais moi, j'ai l'impression que il peut y en avoir de ces messages-là qui passent inaperçus parce que ils sont plus subtils. Je sais pas, un mal de ventre, je sais pas moi, un dos tendu ou des maux de tête. Je sais pas toi, c'est quoi ton expérience avec des gens avec qui tu travailles ou dans tes lectures, mais je trouve que c'est un point important cette idée ou ce concept très simple de juste écouter son corps. S'il y a quelque chose d'inhabituel qui commence à être régulier, comme par exemple des maux d'estomac tous les lundis matins, ou je sais pas, à un moment donné, il faut l'écouter et puis se dire, bon, là, mon corps, il me dit quelque chose. Bon, j'appelle Julie. Ouais, parce que c'est vrai que quand on est que dans le faire, en fait, le corps, on peut pas l'écouter puisque en fait, on n'est pas focusé, on n'est pas concentré sur ce qu'on ressent. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le matin, par exemple, de prendre un temps pour moi ou le soir, ça dépend ce que j'ai envie de faire, de juste me poser et savoir. Et en fait, le fait de se poser, le corps, en fait, on sent des petits points qu'on n'avait pas senti avant, mais en fait, le fait de s'être posé, et ben, ça ressort et le corps, bah, comme on est moins agité dans la tête, il peut s'exprimer. Et donc, c'est bien d'avoir des moments de retour à soi qui durent 5 minutes, c'est largement suffisant, où voilà, on pose, comme si on posait un verre d'eau où il y avait de la boue, on pose le verre d'eau et la boue va décanter. Et en fait, quand on se pose, c'est la même chose.
ça va décanter et donc on va pouvoir capter un peu les petits points qu'il y a, des points de douleur, des petits trucs qui gênent et on n'a pas forcément à que ça soit enlevé, hein. C'est juste, ressenti et plus on va le ressentir, plus en fait il va partir rapidement. Comme les émotions, Oui. c'est le même principe. Oui, Plus tu une vas fois qu'on les identifie. voilà, les identifier, leur laisser leur place, plus elles vont partir rapidement, quoi. Super intéressant. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un exercice que tu fais avec tes coachés, tu sais, quelque chose de rapide qu'on puisse faire à la fin de l'épisode, comme, je sais pas si ce que tu me parles, ça a l'air d'une mini méditation guidée ou je sais pas si tu en as que tu fais ou non. Ouais. En fait, j'adore permettre à la personne d'un seul coup de se poser. Je fais beaucoup ça avant les coachings. C'est qu'à un moment, la personne, elle a fait quelque chose avant, une activité avant, elle arrive au coaching et des fois, elle peut ne pas avoir pris du temps pour couper. Elle est encore dans sa tête, dans son autre atelier ou en train de courir parce qu'il faut qu'elle fasse des courses ou machin. Non, là, en fait, je prends un temps pour dire, écoute, on va revenir dans ton corps. Donc après, je guide pour se reconnecter aux sensations du corps. Je fais une connexion à la terre, puis après au ciel. Donc on pourra le faire, ça dure 5 minutes avec grand plaisir. Ah ben si tu es d'accord, on fait ça à la fin. Donc si après vous écoutez cet épisode et vous avez une journée chargée, je vous suggère de rester jusqu'à la fin et d'écouter cette petite méditation ou exercice guidé avec Julie qui va être très très intéressant. Maintenant, une question pour toi plus pratique, en tout cas toujours en pensant à nos auditeurs et auditrices, c'est il y a des phases dans le doctorat. Même les conversations qu'on peut avoir par rapport, par exemple, comme celle que j'essaie d'avoir sur les carrières après le doctorat, j'ai pas les mêmes conversations avec quelqu'un qui est dans sa première année, deuxième année de doctorat, que deuxième, troisième, quatrième, etc. Est-ce que par rapport à ce que toi, tu veux apporter aux gens qui sont en thèse, est-ce que il y a des différentes choses à faire dans ces différentes phases du doctorat, début, milieu et fin rédaction? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as fait face? Pas vraiment, mais c'est hyper intéressant parce que oui, il y a une différence quand on est au début ou quand on est à la fin. Mais par rapport à mon expérience, je sais que la première année de thèse, pour moi, c'était un peu mon enfance, parce que c'est vraiment un cycle de vie, hein, la thèse, en soi. Et en fait, la première année, c'est vraiment comme un enfant avec son parent, on va être là, oh, ouais, il sait tout et tout, c'est celui qui sait tout, c'est l'intelligent, etc. Et en fait, on voit un peu son directeur de thèse comme un peu notre idole sur le coup, où voilà, lui il sait tout, moi je suis encore rien, je suis qu'une petite enfant dans ce monde-là et j'apprends. La deuxième année, c'est plus l'adolescence où on va commencer à dire non, mais je suis pas d'accord en fait avec ça. Et comme c'est ton parent qui t'engueule, ton directeur va dire si, en fait, c'est là où on va aller. Et t'es là, j'ai pas trop envie de faire ça, mais bon, on va quand même le faire. Hein. Et à côté, tu gardes quand même tes petites idées, tes petites manies, etc. Et la troisième année, tu deviens un peu l'adulte. Tu entends ce que ton directeur te dit. Mais à côté, tu vas quand même faire tes expériences et si ça marche, tu vas lui montrer, tu vas dire voilà, j'avais pensé à ça et j'assume en fait totalement quoi. Donc ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment pour la première année d'être à l'écoute de l'extérieur, de ce que dit ton directeur de thèse, tes collègues, etc. Mais ressentir comment ça vibre, comment ça résonne en toi. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Pas forcément pour t'imposer tout de suite, mais pour déjà essayer de comprendre ce que tu ressens dans le cheminement de cette première année où c'est beaucoup de la bibliographie. Voilà. La deuxième année, je dirais, faites-vous confiance. Vous commencez, vous êtes aussi chercheur, un jeune chercheur, et je pense que voilà, il faut j'aime pas dire il faut, je vais revoir ma phrase. Oser dire ce qu'on pense dans la bienveillance, dans la douceur, mais on prend confiance en soi et rester ouvert aussi
à ce que peut nous dire l'autre, mais tout en écoutant, comme on l'aura fait en première année, ce sera plus facile d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi et de s'affirmer un peu plus. Et troisième année, moi je dirais aussi poser les limites, en fait, ce qu'on a envie. Parce que moi, par exemple, ma limite, c'était j'allais faire 3 ans de thèse et c'est tout. Et je me suis vraiment j'ai posé mes limites, mon cadre. C'est important pour pas se laisser bouffer aussi. Euh, c'est important de poser son cadre. Moi, je sais que j'avais mes 3 ans de thèse, pas plus, et j'ai fait 3 ans et pas plus. Euh, Aussi, au niveau horaire, il y a des fois où j'ai travaillé 70 heures par semaine, des nuits, des soirées, etc. Mais dans une certaine limite. Je comprenais à des moments que c'était important, mais je me suis écoutée et je me suis dit, attends, j'ai pas envie que ça empiète trop sur ma santé, sur moi, sur ma vie de personnelle à côté. J'ai envie d'une vraie coupure et je pense que je me suis toujours au fond écoutée et j'ai envie de conseiller ça et donc justement peut-être d'accompagner là-dessus, de poser, d'arriver à poser ses limites. C'est chose pas évidente parce qu'il y a beaucoup de regards extérieurs, comment on va nous juger, etc. Mais je trouve que c'est vraiment important de poser ses limites, son cadre, pour pas que ça empiète sur notre santé, quoi. Mais donc, les gens qui viennent vers toi, est-ce que ils sont plus, tu sais, on a parlé de 3 phases. Là, bon, tu l'as mis en 3 ans. Ici, par exemple, au Canada, les doctorats sont bien plus longs. Mais on peut quand même, tu sais, on peut quand même prendre ces 3 phases-là. Est-ce que les gens qui viennent vers toi sont plus, par exemple, des gens qui sont vers la fin ou au milieu? Est-ce que tu as une démographie un petit peu à partager là, par rapport à ça? Ouais, c'est plus vers la fin, le C'est milieu et ça, la hein? fin où ils se posent des questions parce que voilà, la fin de la thèse approche On et la ils voit savent pas approcher, oui. trop quoi faire et ils sont un peu perdus et ouais, c'est plus la fin. Mhm. Et donc là, parce que étant donné qu'à la fin, disons cette dernière année, on pourrait aller même aux derniers 6 mois, mais bon, cette dernière année, là, on entend le tic-tac, à chaque jour on se lève et tic-tac, ça s'en vient. Il faut que je termine, il faut que je rédige. Il y a des articles à publier, sûrement. Bon, il y en aura eu d'autres, idéalement, auparavant. Mais cette perception très tangible du temps qui passe, je pense qu'elle est beaucoup plus concrète en fin de thèse. Et c'est là, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a plusieurs questionnements qui viennent. Qu'est-ce qui vient après? Parce que là, je vois la frontière qui arrive, là, la porte de sortie, elle est là. Donc, qu'est-ce qui est de l'autre côté de la porte? Et j'imagine que c'est pour ça aussi que c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, là, il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider à naviguer ça. Mais comment, parce que cette tangibilité du temps et de cette frontière temporelle qui approche inexorablement, elle peut être très anxiogène. C'est quoi que tu conseillerais pour, pour gérer ça? Parce que c'est quelque chose qu'il faut gérer, c'est une impression. Donc, il y a façon de la gérer, à mon avis. Moi, je dirais prendre des pauses. Prendre des pauses, faire des choses qui vous font plaisir pendant que vous travaillez. J'ai un exemple qui était très mignon. C'est quand je travaillais le dimanche pour l'écriture de mon manuscrit, parce que oui, en dernière année, on travaille tous les jours quasiment, mais ça n'empêche pas qu'on peut prendre des pauses et se faire plaisir en fait. Je sais que quand je travaillais, mon homme il m'apportait un petit chocolat chaud et c'était oh c'est trop chou et en fait ça permet on retrouve un peu son enfant intérieur avec le chocolat chaud et voilà tout devient plus doux en fait même si on est en train d'écrire un truc très pavé etc. Ah bah là un petit chocolat chaud donc faites-vous des petits plaisirs en fait faites-vous plaisir et surtout moi je trouve que ce qui est très important c'est que on se célèbre les personnes qui sont en dernière année, qui ont des deadlines très fortes, qui doivent gérer plein de trucs en même temps, on peut vite se laisser submerger par tout ça et arriver à la fin de la journée ou la fin de la semaine, ou bon, semaine, voilà, comme c'est du lundi au dimanche, un peu, des fois, c'est un peu compliqué. Et à la fin de quelque chose, le jour où vous avez envie, à un moment, de vous prendre 2 heures pour vous,
célébrez-vous en fait et peut-être faites une liste, parce que j'entends beaucoup, «Oh j'ai réussi à écrire que 5 lignes, et pourtant j'ai passé 5 heures» et cetera. Bah, c'est très bien 5 lignes. Voilà, célébrez-vous d'avoir fait 5 lignes, c'est déjà ça. Et ça permet de garder une motivation en fait, parce que quand on se s'élève jamais, quand on prend jamais le temps de regarder un peu, bah, ce qu'on a fait, notre tableau, avec du recul, et ben, on a l'impression qu'on n'avance pas et pourtant si, chaque pas compte, chaque écriture compte, chaque mot compte, chaque truc compte, quoi. Et c'est important, de prendre, un temps pour soi. Donc on peut se mettre en mode cocooning avec la petite bougie, le petit thé, le petit café, vraiment créer son petit espace et de dire: «Ah, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait dans la semaine qui me met en joie et qui me permet de garder cette motivation, en fait, intérieure, pour, les prochains jours encore, et jusqu'à, bah, la fin, de la soutenance et cetera». Oui, non, c'est vrai. Je pense qu'il y a quelque chose de psychologique là-dedans de si tu remplis un verre d'eau goutte à goutte, au début, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à ce que tu sois à la moitié. Et là, bon, ou tu es des types de personnes qui disent c'est à moitié vide ou à moitié plein, mais au moins c'est la moitié. Mais après, c'est vrai que goutte à goutte, on va le remplir le verre. Et c'est difficile des fois, surtout au début, de se dire que ces petites gouttelettes-là, elles comptent. T'es juste face à ce vide qui est à remplir et c'est comme une espèce de comme les écrivains ils disent, de syndrome de la page blanche là. Bon, ça peut être très, très dur. Mais c'est vraiment ça demande vraiment une question de où on met son focus, où on met son regard. Est-ce qu'on met son regard sur: «Oh j'aurais dû faire ça. Oh j'ai pas assez avancé ça. Oh j'ai pas, réussi mes objectifs», ou alors est-ce qu'on met son focus sur: «J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. OK, et bah, pour la demain ou après-demain, bah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça», et ça change la dynamique, ça change l'énergie quand on met son focus là, où ça nous fait du bien. Et même si on n'a pas réussi, notre objectif, et bah, c'est pas grave, on est humain, on fait chaque jour de son mieux et c'était peut-être pas un jour avec. Et ça aussi beaucoup écouter son cycle, mais ça c'est un tout autre sujet que j'aime aussi beaucoup aborder, c'est qu'on est des êtres cycliques. On nous a dit qu'on est des êtres, enfin on nous a inculqué qu'on était des êtres linéaires, toujours plus productifs, mais en fait on est des êtres cycliques avec des moments où ça va moins bien, à des moments où on est moins créatif, ou à des moments où on est hyper dynamique, à un moment on est hyper créatif. Et en fait, plus on est à l'écoute de ce cycle intérieur, plus en fait les phases où on sait qu'on est créatif, bah, en fait, le fait de travailler, 2 heures, ça va dépoter et on va hyper bien avancer. Alors que des phases où on sent qu'on n'est pas inspiré et tout, le fait de forcer déjà, ça met une énergie qui est lourde. Et en fait, le fait de forcer, bah, peut-être quand on aura beau bosser, on en revient, 5 heures et on n'aura pas avancé. Parce qu'on a voulu forcer à l'encontre de notre énergie, de notre corps, et ça a pas été efficace. Alors que peut-être qu'on aurait pris 2 heures à regarder un film pour se détendre, et bah, les 3 heures d'après, on aurait été hyper efficace. Donc être à l'écoute de soi, c'est hyper important. Mais oui, 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 je pense que c'est le message clé de tout ça. Mais encore, il faut, je pense qu'être à l'écoute de soi, c'est c'est comme un super pouvoir qu'il faut apprendre. C'est pas, il faut être capable de syntoniser cette radio-là et d'aller sur cette chaîne-là. Des fois, on a passé une vie entière sans le faire. Et peut-être même à entendre les gens nous dire oublie ça, non, c'est pas important. Mais j'avais une question. Imagine que j'arrive vers toi et je dis bon, Julie, ça y est, là, c'est ma dernière année. Là, je vais lâcher, je sais pas, je vais lâcher le karaté, je vais lâcher le cyclisme pour tout mettre à fond sur la thèse. Qu'est-ce que tu me répondrais? Moi, j'invite beaucoup à l'expérience. Expérimentez, faites. Si vous êtes stressé par rapport à la thèse et que vous voulez arrêter, quelque chose qui vous faisait du bien, bah, faites-le et ressentez, mettez de la conscience sur ce que vous ressentez, et en fait, de manière naturelle, la personne peut-être elle va certainement revenir sur ce qu'elle avait abandonné parce que elle avait trouvé une sorte d'équilibre. Mais mais c'est ce que je, entre guillemets, alors c'est pas que je reproche, aux conseils, mais les conseils c'est super bien, mais après la personne, il faut qu'elle expérimente pour savoir si ce conseil il est bien ou pas pour elle. On est tous différents et c'est important d'expérimenter pour savoir. Et
Non, et des conseils, tu sais, j'en ai entendu des conseils pendant que j'étais en thèse, et c'est sûr qu'il y a des moments où quand c'est la même chose, si la radio est pas syntonisée, on les entend même pas. Et à un moment donné, bon, il faut s'écouter, comme tu dis. Très bien. Maintenant, le titre, c'était la thèse comme occasion de mieux se connaître. Et avant qu'on fasse notre petit exercice de la fin, euh, j'aimerais te demander à toi que tu partages avec ceux qui nous regardent ou nous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre pour te poser des questions, pour savoir quel type d'accompagnement tu offres, etc. Vous pouvez me retrouver sur le site web. Il y a tout qui est décrit en fait sur ce que je fais. Il y a tous mes contacts aussi sur mon site, que ça soit un contact par mail, mes réseaux comme LinkedIn, comme Instagram. Et il y a aussi un petit encart réservé sa séance découverte parce que je propose aussi pour voir si, comprendre vos problématiques, vous voir en face, voir si l'alchimie, elle passe entre nous deux. Je propose une séance découverte d'1 heure pour parler de votre problématique et commencer à percevoir des premières pistes d'action pour y répondre et vous sentir mieux. Et après, en fonction de l'alchimie qui se passe, je vous proposerai d'aller plus loin avec moi sous différentes manières, que ce soit sous petit exercice, petit atelier. J'ai également un groupe Facebook, ou aller plus loin dans un accompagnement individuel avec moi en 6 modules. Et on va passer, on parle vraiment là de transformation complètement, et de plus d'alignement et d'équilibre entre l'être et le faire. Le bon équilibre pour toi, quoi. Excellent. Et pour ceux qui nous écoutent juste en audio, peux-tu juste nous dire l'URL de ton site web? Alors, c'est www.julie- du milieu, Lopes, LOPES.fr. Très bien. Et après, si vous cherchez Julie Lopes, PhD sur LinkedIn, vous la trouverez. Et tous ces liens-là, je les inclurai dans les notes d'épisode. Merci Julie. Et Julie, je trouve ça intéressant que tu offres déjà ce temps de découverte avec la personne. C'est toujours important quand on parle d'accompagnement ou de coaching, là. Et donc, à ceux qui regardent, ceux qui écoutent, Julie est très gentille, très approchable. N'hésitez pas à la contacter sur ces plateformes-là. Maintenant, c'est ça. Donc, on parlait de mieux se connaître à travers le doctorat. Là, tu viens de mentionner le mot transformation. Peut-être comme dernier mot, avant qu'on fasse le petit exercice et qu'on termine cette belle conversation. À travers ton doctorat, c'est quoi les choses que tu as appris sur toi pendant ces 3 ans de doctorat? Alors, ce que j'ai appris de moi dans ce doctorat, c'est déjà que la microbiologie, c'est quelque chose qui me plaît, mais les relations humaines, c'est quelque chose qui me passionne. Parce que c'est toutes les formations que j'ai faites à côté de ma thèse qui m'ont permis de découvrir ça de moi, qu'en fait, tout ce qui m'animait, tout ce qui me donnait de l'énergie, c'était être au contact des gens, créer des ponts entre les gens, entre les mondes qui peuvent paraître différents et en fait pas si différents que ça, au fond. Et j'ai appris que je pouvais être entrepreneur grâce à la thèse, parce qu'en fait, la thèse, en soi, c'est un travail d'entrepreneur. De gestion de projet, de collaboration, de travail d'équipe, d'organisation, de proactivité, d'autonomie. C'est des vrais trésors, hein, la thèse, et grâce à ça, on peut tout faire, quoi. Oui, c'est vrai que ça nous mûrit d'une certaine façon. C'est comme on rentre en thèse comme un pot en argile qui vient d'être tourné, et la chaleur de cette expérience de la thèse, nous, à la fin, on sort je sais pas, une poterie solide, utile, etc. Je suis totalement d'accord. Et j'ai envie de rajouter juste une petite phrase que j'ai lue hier dans mon livre La femme chamane de Camille Peloux, et que j'ai trouvé hyper bien et adéquat pour
pour le podcast et ce live, parce que la thèse, c'est quand même quelque chose de pas évident. C'est une sacrée aventure qui peut être très difficile et pour certaines personnes qui va vraiment très très loin au niveau burn-out, suicide, etc. Enfin vraiment, il y a tous les cas en fait dans une thèse. Il y en a qui se passent très bien et des fois, il y en a qui se passent pas bien du tout. Et en fait, j'ai envie de dire ça. Les temps difficiles sont des passages nourriciers. Donc, ayez confiance pour la suite. Tout ce que vous vivez qui est difficile, c'est là où ça va créer votre terreau et qu'il y aura de belles choses, de belles fleurs qui vont sortir. Il faut avoir confiance. Très bien, donc si vous avez attendu jusqu'à maintenant, merci. Et là, Julie va nous partager cet exercice de revenir et d'être à l'écoute de soi et de son corps. Donc, je vais juste la laisser faire. Je vais fermer mon micro et vas-y, Julie, je te laisse aller. Alors, je vous invite à fermer vos yeux et à bien ressentir votre assise sur la chaise, sur le coussin, sur le sol peut-être. Et prendre une grande inspiration par le nez et expirer doucement par le nez ou par la bouche pour vous ancrer dans votre corps. Et on peut refaire une fois, on inspire et on expire. Je vous invite, grâce à ces 2 respirations, de porter votre attention sur vos pieds, votre pied sur le sol. Et à partir des plantes de pied, vous pouvez visualiser des racines qui se déploient dans la terre et qui vous ancrent dans le sol. Ce réseau de racines fait partie de vous, intégrante, et elle dégage une forme d'énergie que vous pouvez imager avec une couleur. La première qui vient spontanément. Et puis de ces racines et de cette couleur qui vous définit, vous remontez au niveau de vos mollets, de vos cuisses, de votre bassin, pour ensuite arriver dans votre dos qui remonte la colonne vertébrale pour arriver à vos épaules. Cette couleur et cette énergie descend dans vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos doigts, vos ongles. Puis, la couleur remonte jusqu'à vos épaules et votre cou pour arriver à votre tête. Et à partir de ce moment-là, tout se détend. Vos joues se détendent, votre mâchoire se détend, vos yeux se détendent, votre crâne se détend. Et cette boule d'énergie qui a circulé dans tout votre corps sort de votre crâne et est reliée par le ciel. Et ainsi, vous êtes relié de la tête jusqu'aux pieds par cette belle énergie qui vous enveloppe. Je vous invite maintenant à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et après une grande inspiration par le nez, d'inspirer par la bouche, de bouger un peu vos mains, vos épaules, vos pieds. Vous pouvez vous étirer et revenir doucement ici et maintenant dans la pièce où vous êtes. Et vous pouvez, à votre rythme, ouvrir les yeux. Merci de m'avoir écouté.
et remercie-vous d'avoir passé ce temps avec vous. Merci beaucoup, Julie. Exercice très simple, merci. Et basé sur la respiration, la visualisation. Et c'est vrai que ça fait une parenthèse de ce qui venait avant, de ce qui vient maintenant après. On est plus posé. Et je pense que d'inclure quelque chose comme ça dans sa routine, surtout si on a tendance à être stressé, à être tendu, ça peut juste aider. Oui. Et ça prend pas longtemps. Ça prend vraiment pas longtemps. C'était vraiment, vraiment pas longtemps. Excellent. Julie, c'était vraiment, vraiment un grand plaisir. J'espère que les gens qui regardent ou qui écoutent vont avoir retenu des choses, plusieurs choses que tu as mentionnées. Comme j'avais dit tantôt, un mot qui résume le tout, c'est être à l'écoute de soi. Donc, c'est ça, je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait, de la contacter. C'est quelqu'un de très facile, qui est très facile à parler. C'est très facile de parler avec elle, d'échanger avec elle. Sinon, aussi, elle a plein de contenu sur Instagram. Elle fait des lives sur Instagram. Suivez-la là-bas. Et c'est ça. Et si ça a cliqué avec vous, profitez-en pour garder contact avec elle, que ce soit directement en lui parlant ou juste en la suivant dans ses différents réseaux. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir aussi. Et très bien, je te remercie énormément d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Vas-y. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, un trésor de la voûte, mon entrevue avec Julie Lopez. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com/PayPal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus, n'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, bon partage et au prochain épisode d'Au-delà de la thèse.